Oui. Comment? Allez, Ça n'aurait duré que 24 heures. Oui. Alors ça bon, fait démarrer. allez, potache. 24 heures. Ça peut être une belle aventure. Merci. D'autres qui aiment bien le sport automobile. Bonsoir et bienvenue dans cette grande soirée politique à moins de 2 semaines maintenant du premier tour des élections municipales. Focus ce soir sur la ville de Tours, en Indre-et-Loire. Tours, une ville à très fort
en jeu. Johan Nicolas sera à mes côtés, Johan Nicolas de France Bleu Touraine. Il co-animera avec moi ce grand débat. Nouveauté ce soir, eh bien, au bout d'une heure de débat, nous donnerons la parole à des téléspectateurs qui bien sûr auront vu ce débat. Nous serons chez eux, à leur côté, et ils pourront directement interpeller, poser des questions à nos invités. Ces 6 candidats qui sont déjà sur le plateau, ils nous attendent. Voici tout de suite leur présentation. Il a été désigné par les conseillers municipaux en 2017 pour remplacer Serge Babary, parti siéger au Sénat. Le maire sortant Christophe Boucher est candidat à sa succession. Il est pour la première fois tête de liste, une liste intitulée Tours nous rassemble, soutenue par les Républicains et l'UDI. Conseiller municipal écologiste, désigné tête de liste par le collectif Les Cogitations Citoyennes, il a rallié une partie de la gauche à sa candidature. Emmanuel Denis emmène la liste pour demain Tour 2020, avec l'appui d'Europe Écologie Les Verts du PS ou encore de la France Insoumise. Universitaire proche d'Édouard Philippe, qu'il a connu à Sciences Po, Benoît Pierre brigue pour la première fois un mandat électif et emmène la liste C'est votre tour. Malgré la concurrence avec le maire sortant, il a obtenu l'investiture du parti présidentiel La République En Marche. Ancien membre du Parti socialiste, Claude Bourdin porte la liste de gauche C'est au tour du peuple. Candidat aux législatives en 2017 sous la bannière de la France Insoumise, le mouvement lui a refusé l'investiture pour ses municipales. Il est soutenu par le NPA et le Parti de gauche. Conseiller municipal et conseiller régional, Gilles Godefroy représente le Rassemblement national. Déjà candidat en 2014, il termine 3e à l'issue du premier tour avec près de 13% des suffrages. Un score qui lui avait permis d'accéder au second tour pour obtenir 8,5% des voix et 2 sièges pour son parti. Conseiller municipal depuis 2014, adjoint de Serge Babary, il avait convoité la place du maire démissionnaire en octobre 2017, mais Christophe Boucher lui avait été préféré. Xavier Datteux est à la tête de la liste Vous plus nous égale Tours, qui bénéficie du soutien du nouveau centre. Et voilà pour les 6 invités de ce débat que je vais donc avoir le plaisir d'animer avec Johan Nicolas de France Bleu Touraine. Bonsoir, Johan. Franck. Nos grands débats, nos grands thèmes de débat ce soir au nombre de 4. Alors messieurs, puisqu'il n'y a que des hommes ce soir, nous aborderons 4 grands thèmes pour ce débat. L'aménagement du centre-ville, l'attractivité et le dynamisme, l'environnement, les mobilités et enfin la sécurité au quotidien. Voilà donc un joli programme qui nous attend, 4 grands volets pendant 60 minutes et donc dans la dernière partie de l'émission, comme je vous le disais à l'instant, pendant 30 minutes, des habitants de Tours qui auront bien sûr suivi ce débat sur leur écran de télévision, dans leur maison. Ils pourront vous interpeller, ils sont prêts à vous écouter avant de vous poser des questions également. Je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez interagir dans cette émission, poser vos questions, tout ce qui vous passe par la tête comme question, il n'y a absolument aucun problème. L'antenne est ouverte, le canal plutôt, dirais-je, en nous interpellant sur le hashtag France 3 CVDL. Avant de nous lancer, voici les chiffres clés de la ville de Tours pour mieux comprendre la réalité du terrain. Voilà donc pour ce qui concerne les chiffres clés, les éléments clés concernant la ville de Tours. Alors maintenant, premier volet, essentiel pour une ville métropole et le bien-être de ses habitants, c'est l'aménagement et l'attractivité qui en découlent. Alors,
une question au Tourangeau. Comment percevez-vous actuellement la politique de grands travaux de l'actuelle municipalité? Voici un aperçu, messieurs, qui bien sûr n'a pas valeur de sondage, mais c'est une indication et forcément on nous parle d'emblée à propos de ces grands travaux du haut de la rue nationale. Ça peut faire qu'un bien. Alors c'est des hôtels. Je sais pas qui c'est qui va y venir, mais bon. Des Parisiens, ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais bon, oui, ça peut amener du monde. C'est vrai que le haut de la rue nationale, elle était morte. C'est de l'affichage. C'est pas forcément utile. Je perçois. Je suis pas très sensible à ce genre de travaux. Je trouve pas forcément ça joli et ni utile. La rue nationale, moi j'étais pour, parce que ça fait. L'entrée était pas terrible. On verra quand ça sera fini si c'est mieux, mais j'étais plutôt pour. Et puis je suis aussi pour les projets comme la caserne, pour développer, créer une zone d'activité sur la base militaire qui va être libérée. Je pense qu'il faut faire des projets, oui. Sinon on meurt. Si vous parlez de la mandature de Christophe Boucher, du coup c'est sur 3 ans, donc c'est un peu délicat à appréhender. Après, moi j'ai la sensation que la dernière majorité a été dans le prolongement de Jean Germain et a juste retardé des projets plutôt qu'autre chose. Après, je sais pas, un avis sur leur politique de grands travaux, elle me semble assez impalpable en fait. Les grands travaux, il y en a qui sont nécessaires, d'autres non. Moi, la rue pour le Anatole France, par exemple, j'aurais préféré qu'ils gardent ses commerces. Comme ils étaient construire, je crois que c'est des hôtels, c'est ça. J'aurais préféré voir justement des commerçants toujours être pérennes sur ce lieu que de construire des grands hôtels. Ça va faire de gros blocs en haut. Moi, j'aime pas du tout. Voilà pour ces quelques réactions des grands chantiers. La ville de Tours n'en manque pas, tout comme les projets, notamment celui des Halles de Tours. Alors, où en est ce projet? Est-il vraiment réalisable? Christophe Boucher, vous êtes le maire sortant. Êtes-vous satisfait de la concertation autour de ce projet avec les habitants et avec les commerçants? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les Halles actuelles sont dans un bâtiment qui est une copropriété entre la ville et les commerçants. Et que ce bâtiment, il est obsolète. Il a besoin d'être refait pour des raisons d'hygiène, de santé, enfin bref. Tout ça, donc il faut le refaire. Donc on a un projet, on a désigné un promoteur pour ce projet qui se fera avec l'avis unanime des copropriétaires, c'est-à-dire à la fois de la ville, mais aussi de l'ensemble des commerçants qui occupent le rez-de-chaussée et qui forment aujourd'hui les Halles de Tours, auxquelles les Tourangeaux sont attachés. Quand les commerçants et les copropriétaires seront d'accord, on fera une concertation avec les riverains, de façon à ce que voir si eux aussi sont d'accord avec le projet pour pouvoir poursuivre le projet. Alors tout le monde autour de cette table ne partage pas cet avis. Le sujet est posé. Emmanuel Denis. Non, je crois que c'est un bon exemple pour commencer, mais globalement, les grands projets de la ville de Tours, ils sont à l'arrêt, en particulier le projet des Halles, avec une concertation qui a été totalement ratée au départ. Alors, on a essayé de nous vendre un projet virtuel. Finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on discute avec les habitants, avec les commerçants, personne n'est satisfait de ce projet. Et puis, quand on regarde de près, il y a quand même deux gros marqueurs compliqués sur ce projet. C'est le fait que, en termes énergétiques, environnementaux, le projet, avec ces grandes baies vitrées, il paraît totalement incompréhensible et à contre-courant des impacts environnementaux qu'on a à mener. Et puis après, quand on regarde le contenu du projet, on nous parle de cuisine du monde, alors que, au contraire, ce projet-là, ça doit être le projet, ça doit être vraiment la vitrine de la gastronomie locale. On a cité la gastronomie, donc vraiment, je pense qu'il y a tout à revoir sur ce sujet-là, et c'est assez manifeste dans l'ensemble des grands projets de la ville. Benoît Pierre, pour vous, projet raté, concertation ratée ou tout est à construire? Il faut clairement changer de méthode. Il faut effectivement consulter, et ça dépasse d'ailleurs ces grands projets. Il y a depuis longtemps un urbanisme qui se développe de manière anarchique à Tours-Nord. Donc nous proposons effectivement de manière très 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 positive des commissions extramunicipales où ces projets vont pouvoir être traités avec tous les acteurs et les gens qui sont concernés. Donc pour les Halles, bien sûr, les commerçants, les habitants de la zone. Claude et les Bourdin, clients. j'aimerais avoir votre avis là-dessus parce que je sais qu'il est très tranché.
Oui, bien sûr. Il y a trop de spéculation immobilière, d'affairisme urbanistique depuis des années. Le PS et la droite ont continué. Germain, Babary, Boucher, Briand, c'est la continuité de cet affairisme urbanistique. Ils ont laissé la clé aux aménageurs et aux promoteurs immobiliers. Et aujourd'hui, voilà, on va vers des logements de haut standing pour des Parisiens qui vont acheter ces logements pour faire de la location. Et à côté de ça, les halles, effectivement, il n'y a pas de concertation véritablement avec les artisans, les commerçants et les habitants des halles, alors qu'aussi on pourrait peut-être aussi faire une cité de la gastronomie aux halles, ça serait tout à fait logique en termes culturels et aussi pour le tourisme. Donc il y a beaucoup à faire, mais il faut faire des projets utiles pour les Tourangelles et les Tourangeaux. Xavier Dateux, vous proposez quoi en termes de projets pour rénover ces halles ? Ce qui est symptomatique dans la réponse de Christophe Boucher, c'est de dire on a un projet. C'est pas nous, c'est on a un projet. C'est la difficulté de ce projet. Est-ce qu'il faut refaire les halles ? Oui, est-ce qu'il faut refaire les halles ? Est-ce qu'il faut inscrire le projet des halles dans un circuit beaucoup plus vaste ? Place du Grand Marché, place de la Victoire, l'arrivée vers la Loire, ça c'est la vraie question. On ne peut pas empiler un bâtiment quelque part et faire uniquement une action sur ce bâtiment-là sans penser à l'impact global que ça peut avoir, d'autant plus que c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur. Gilles Godefroy, hérésie ou nécessité cette Alors réflexion ? écoutez, il faut voir les choses d'une différente manière. Au départ, on arrive toujours à une question de finance. Qui va payer quoi ? Et avec quel argent est-ce qu'on va payer ce projet, quel qu'il soit ? Or, pour l'instant, on aperçoit qu'on va vendre les bijoux de famille, on va vendre du terrain pour construire ceci, quel que soit le plan. Alors moi, je me souviens d'un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, et vous connaissez très bien M. Boucher, vu que c'est vous qui l'avez écrit dans le livre Tout ce qu'il faut faire. C'était quoi Je sais pas. Si vous l'avez lu, vous devez avoir le titre. Il est dans mon téléphone, malheureusement, il est fermé. Tout ce qui est Comment être riche et célèbre sans vraiment le mériter. Et c'était le titre. Et vous avez bien dit qu'il ne fallait pas utiliser son propre argent, mais l'argent des autres. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Alors justement, puisqu'on va parler d'argent. Si je puis me permettre quand même, parce que vous faites un reportage sur l'ensemble des projets. Et puis après, vous revenez aux halles. Donc il faut. Parce que tout simplement, c'est un des projets emblématiques. Non, on ne peut pas commencer comme ça. Si on commence comme ça, ça va pas pouvoir se passer comme ça. Vous faites l'ensemble des projets. Monsieur Denis reprend la parole derrière, dire c'est à l'arrêt. Monsieur Denis, je sais pas, il n'a pas dû rentrer dans la ville depuis longtemps. Puisque le haut de la rue nationale. Ce matin avec les commerçants des halles, monsieur. Le haut de la rue nationale. Ne vous inquiétez pas, je sais bien où on en est. Le haut de la rue nationale, les 2 hôtels sont désormais montés. Les commerces qui sont derrière sont en construction. La caserne, comme ça a été dit par l'un des téléspectateurs, les casernes Beaumont-Chauveau ont avancé comme c'était prévu. Et les démolitions ont eu lieu, les recherches archéo ont eu lieu. Il reste aussi le haut de la tranchée qui n'est pas... Oui, mais il y a aussi le haut de la tranchée. Il y a un problème de méthode. Non, mais il y a pas. Mais c'est des projets qui sont au long cours et qui se sont inscrits dans une continuité. Et il n'y a pas de problème de méthode. On ne peut pas donner comme méthode aux riverains et à la concertation si on n'est pas déjà d'accord entre copropriétaires. Or, les halles sont une copropriété entre la ville et les commerçants. Bon, de toute façon, quand nous serons d'accord, il y aura la phase de concertation qui s'ouvrira, qui est d'ailleurs obligatoire, et qui s'ouvrira. Et pour répondre aussi à M. Dateux, et qui connaît d'ailleurs la réponse, c'est qu'évidemment, ce n'est pas un projet d'un immeuble, c'est un projet qui concerne l'ensemble du quartier. Et enfin, oui, je suis quand même obligé de répondre, et enfin, il est prévu, j'ai entendu qu'il fallait mettre la cité de la gastronomie dedans. Mais oui, c'est prévu. Cet immeuble-là, il était conçu comme ça. Donc voilà, des cuisines du monde. Il n'y a plus de logement de haut standing. Il y a des petits problèmes. Alors justement, Claude Bourdin, puisque vous parlez de logement, ça c'est une question qui est importante. Habiter dans Tours, ça devient un vrai problème parce que les loyers sont beaucoup trop chers. D'anciens quartiers populaires deviennent quasiment inabordables. On va parler du quartier de Velpeau. Comment faire ? Je vous pose collégialement la question, parce que c'est une question qui intéresse nos téléspectateurs, nos internautes. Comment faire pour rouvrir le marché aux plus modestes ? Alors, c'est simple, il suffit de ne pas laisser la clé aux promoteurs et puis
d'instaurer des vraies règles. Nous, on pense instaurer la règle du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc, 1 tiers de logements sociaux, 1 tiers au locatif et 1 tiers pour l'accession à la propriété. Et ça permettra d'avoir dans tous les nouveaux projets une vraie mixité. Et puis après, il y a d'autres propositions qu'on peut faire. Nous, on pense au bail réel solidaire qui permet à la ville d'être acquéreur d'un projet et ensuite de ne revendre que les murs. Et ça permet, donc sous bien sûr conditions de revenus, ça permet à des foyers modestes de s'installer dans ces logements dont le foncier restera à la ville. Alors, c'est un dispositif qui existe dans les villes justement où il y a ces tensions-là, comme à Rennes, et ça fonctionne bien. Et ça permet au final d'avoir un logement 10 à 15% moins cher. Gilles Godefroy, on voit que toujours Caracol en tête dans les palmarès où il fait bon investir. Vous pensez que c'est une bonne chose ou il faut réguler C'est ce qui m'intrigue, c'est franchement pour la population et même le sens même de la question qu'on est en train de faire maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire avec le centre-ville de Tours? C'est quand même aberrant, alors qu'on est en train de parler de la ville de Tours, qu'on se concentre sur le centre-ville de Tours. Il y a quand même d'autres parties dans Tours qui sont autrement nécessiteuses que le centre-ville, si vous voulez. Non, mais il y a des choses à développer, mais il faut quand même pas exagérer sur la bétonisation à outrance qui s'est passée notamment à Tours-Nord, et ça vous le savez, et d'autres pays. Et puis, je prends la balle au bon, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le centre-ville de Tours. Qui dit habitation dit également commerce. On dit que le centre-ville se vide de ses commerces de proximité à cause de toutes les grandes surfaces qu'on a laissées prospérer en périphérie. Est-ce qu'il est trop tard pour réagir? Benoît Pierre. Alors, j'aimerais quand même juste pouvoir parler du logement parce que c'est important. Nous, on a une proposition très forte. Ce qui est important, c'est que l'on avance en même temps. Nous avons certes 1h30, mais il faut que nous allions... Organisme foncier solidaire. Emmanuel Denis a sorti son programme il y a quelques temps et nous l'avions sorti il y a un mois. On propose cet organisme foncier solidaire et ça fait baisser effectivement par l'investissement. On peut, sur du foncier, permettre à des propriétaires qui aujourd'hui, plutôt des citoyens qui ne sont pas encore propriétaires et qui ont des revenus qui sont des revenus médians, d'accéder à cette propriété. Donc ça fait baisser le tarif de 20 à 25%. J'en reviens, s'il vous plaît, au commerce qui est lié au logement. Que faire pour ce commerce de proximité? Aujourd'hui, notre commerce de proximité est en train de mourir. Disons-le clairement, il est en train, dans certains quartiers, à Sainte-Radegonde, 6 commerces ont fermé. À Paul-Bert, 2 commerces ont fermé. À Roche-Pinard, c'est le cas. Et dans le centre-ville, 20 à 30% de pertes au centre-ville. Et ça, l'une des raisons, c'est aussi un système de stationnement aujourd'hui qui n'est pas pensé, un système de stationnement qui n'est pas géré, qui n'est pas cohérent. Justement, sur le stationnement, Xavier Datteux, est-ce que la nouvelle politique de stationnement mise en place avec le fameux forfait post-stationnement qui a connu quelques couacs au début, est-ce qu'il faut le remettre à plat ou pas? C'est un élément, certes, qu'il va falloir travailler très rapidement. Vous savez que c'est une DSP, une délégation de service public, donc c'est une société privée qui on stationne plus facilement à Tours qui a aujourd'hui. été choisie en fonction d'un cahier des charges fixé par les élus. Et sur ce sujet-là, il faut le revoir. Mais plus globalement, sur le commerce du centre-ville, le commerce du centre-ville souffre surtout depuis 2 ans des gilets jaunes et des revendications qu'il y a maintenant pour les retraites. Leur trésorerie est à sec. Le plan de circulation est compliqué. Les chiffres ne sont pas aussi probants. La réalité, entre les chiffres et la réalité, vous nous excuserez, mais nous, on est en permanence avec eux. Vous vouliez réagir sur le stationnement. Est-ce que ça nuit au commerce, selon vous? Oui, ça nuit. Actuel. Oui, ça nuit. Si vous voulez. On fait la chasse à la voiture, tout le monde le sait. On fait la chasse au parking, tout le monde le sait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens maintenant qui viennent par exemple de Descartes, ils vont plus aller au centre de ville de Tours, ils vont directement on doit citer de nom de marque, les grandes surfaces qui sont tout autour. Le centre-ville se vide. Et il se passe, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, parce que il se passe en Europe maintenant ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 30 ans, avec des centres-villes vides et qui vont être pris par la spéculation immobilière. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr, la rue nationale, le samedi, ça boum. Mais quand on voit au niveau des parkings que, par exemple, on donne des places gratuites maintenant, si vous arrivez avec une voiture électrique, c'est-à-dire que si vous avez assez d'argent pour vous payer une Tesla, vous avez le parking gratuit. Claude Bourdin. Il faut arrêter la spéculation immobilière, c'est une chose certaine. Ensuite, il faut favoriser les logements sociaux. Et
Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des logements sociaux qui vont être détruits pour faire des logements de haut standing. Et sur le commerce, il faut arrêter de déplacer les gens en périphérie de la ville, parce qu'il y a des gens qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 21% des gens qui sont sous le seuil de pauvreté, et ces gens-là, petit à petit, on les met en périphérie de la ville. Donc ça, c'est la première chose. Sur le commerce, bien évidemment, il faut retrouver de l'attractivité. Nous, c'est pour ça qu'on propose la gratuité totale des transports publics. On en parlera tout à l'heure. On va en parler. Ça permet de recréer de la fréquentation du centre-ville, et il faut aider, bien sûr, les commerçants et les artisans. Il y a le fonds FISAC qui aide les artisans et les commerçants avec des loyers modérés pour les commerçants, et donc pour recréer de l'attractivité sur le stationnement, bien évidemment. Il faut arrêter de verbaliser à tout va comme la société SAGS, qui est une société privée. Il faut remettre en régie publique municipale le stationnement, et pour avoir une ville beaucoup plus apaisée. Christophe Boucher, je vois que ça vous faisait rire, ça. Il n'y a pas de vision d'urbanisme. Ça a été compliqué. Là. Mais écoutez, de quelle ville parle-t-on? De Tours. Ah bon, d'accord. Dont vous êtes le maire. Oui, eh ben j'ai pas l'impression. Parce que je vous assure, vous êtes bien le maire de Tours. Non, mais oui, je le suis. Mais de quelle ville parle-t-on? Sincèrement, c'est pas sérieux ce que je viens d'entendre. Ce n'est pas sérieux. Est-ce que vous voulez arrêter cette spéculation immobilière, Monsieur Boucher? Monsieur Bourdin. Même si vous êtes dans l'immobilier, je vous comprends, vous êtes dans l'immobilier, mais est-ce que vous voulez réellement je vous ai pas interrompu. Sur le logement, on est la ville. Il faut qu'on avance parce que le menu est si costaud vous pouvez pas interroger tous les candidats sur le logement et sur le commerce et sans me donner la réponse, sans me donner la parole. Je vous la donne à l'instant. Ça va être un débat compliqué quand même. Je vous la donne à l'instant. On commence par le logement. Le logement, il y a 30% de logements sociaux à Tours. Comment vous pouvez commencer votre intervention pour dire qu'on a du mal à se loger à Tours? C'est une évidence. Non, c'est une évidence. Mais non. Alors, si c'est vous aussi, si vous êtes candidat municipal, parce que si vous commencez par des évidences de ce type qui sont totalement fausses, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Il n'y a pas de problème de logement à Tours. Il y a d'ailleurs, je vous l'ai dit, il y a 20 000 logements sociaux, 30%, c'est un des pourcentages les plus importants. On construit 1 000 logements par an. Monsieur Bourdin, ça ne lui plaît pas. Mais en tout cas, il y a de quoi se loger à des prix raisonnables pour une ville comme Tours. C'est très légèrement supérieur à ce qui se passe à Orléans, à Angers, mais c'est très raisonnable. Donc il n'y a pas de sujet. D'écart quand même. Ils sont plutôt en périphérie. Deuxièmement, au Sanitas, vous êtes en train de supprimer des logements sociaux. Mais non, vous ne pouvez pas dire qu'on supprime des logements sociaux, c'est totalement faux, c'est une contre-vérité. Et sur le commerce de centre-ville, alors là, les bras m'en tombent. Est-ce que les uns et les autres, on est dans le centre-ville? J'étais encore ce midi. C'est un centre-ville par rapport à toutes les villes périphériques, à toutes les villes qu'on connaît autour. C'est un centre-ville vivant, agréable, commerçant, reconnu comme les fédérations. Monsieur Nicolas, reconnu comme les fédérations, comme le premier centre-ville de France. Et évidemment, Xavier Letteux l'a dit. Est-ce que le nouveau système de stationnement a été bénéfique au commerce? Mais bien sûr que oui. Les commerçants reconnaissent eux-mêmes que la fluidité qui s'est installée. On ne peut pas dire ça. Nous proposons, une demi-heure gratuite le samedi. Cette mesure, on est allé pratiquement chez tous les commerçants. Elle est suivie et ils sont tout à fait favorables. Et nous allons l'étendre à une demi-heure gratuite aussi le vendredi, justement pour dynamiser ce centre. Alors juste avant que nous closions, parce qu'il faut que nous avancions et que maintenant nous avancions. Un instant, s'il vous plaît. C'est usant à chaque fois d'opposer systématiquement les choses. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des appartements de haut standing à Tours? Oui. Est-ce qu'il faut du logement social à Tours? Oui. Est-ce qu'on peut considérer que quand on aborde une problématique, on peut aller vers l'équilibre? Et pas systématiquement, non, ça c'est pas l'équilibre. C'est systématiquement déséquilibré où on dit il ne faut pas avoir des gens avec un CSP+, qui va dépenser de l'argent et faire évoluer l'économie tourangelle. Alors si on veut que ce débat ne soit pas déséquilibré, messieurs, s'il vous plaît, il faut que nous avancions. On va écouter un autre candidat avant de clore ce chapitre sur l'aménagement du centre-ville, parce qu'on en a plein d'autres à passer sous la loupe. Il s'agit des propos de Nicolas Gautreau, qui est à la tête des Indépendants. On l'écoute, il s'exprime sur l'aménagement du centre-ville. Le constat partagé par les commerçants et les habitants, c'est que le stationnement depuis 2 ans les matraque. Donc nous voulons la première demi-heure gratuite de stationnement à Tours. La deuxième chose importante, c'est sur les halles notamment. Le projet, les habitants ainsi que les commerçants sont contre. Donc nous voulons revoir complètement ce projet qui est trop cher et qui n'est pas faisable sur 5 années. Troisième élément, c'est la végétalisation
des places à Tours. On est une ville qui est trop minérale, et donc on pense par exemple à la place de la Résistance, à la place de la Gare, de végétaliser ces espaces, de les refaire entièrement. Voilà pour cette réaction de Nicolas Gautreau. Et je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez interagir dans cette émission. Posez vos questions nous interpellant sur le hashtag France 3 CDVL. Il faut que nous avancions sur une question qui est intimement liée à l'aménagement, c'est l'environnement. Aucun de vos programmes, d'ailleurs, ne fait l'économie de propositions pour une ville plus verte. Écoutez ce qu'en pensent les Tourangeaux. On leur a demandé s'ils vous disent bravo, il était temps, ou alors s'ils jugent ces mesures électoralistes. Ça fait longtemps que les gens qui sont vraiment concernés ont réfléchi à la question et puis se sont engagés en fait. On n'a pas attendu un candidat en 2020 pour s'engager dans la transition écologique. Je pense que c'est relativement facile de distinguer ceux qui l'ont réfléchi et conscientisé il y a longtemps de ceux qui voient plutôt une opportunité de récupérer des voies. Ouais. Si le programme, ça se limite à construire des pistes cyclables, c'est un peu court quand même. Au niveau économique, on a besoin de projets aussi. Il y a toujours une part de démagogie évidemment, mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience globale et générale. On ne peut plus vraiment faire l'autruche, quels que soient les partis politiques. Donc après, il faut voir sur les vraies mesures qui sont prises concrètement. Les espèces de fausses pistes cyclables mal fichues par des gens qui ne font jamais de vélo, par exemple, et qui servent juste à faire des chiffres. C'est clairement pas une politique très intéressante. Donc non, je pense qu'il y aura des progrès et après il y aura beaucoup de progrès à faire évidemment sur ces questions-là et du concret, on attend du concret. Voilà pour ces quelques réactions. Alors cette mise en avant puissante, c'est vrai, des questions écologiques. Pourquoi maintenant, à l'approche des élections, pourquoi est-ce qu'on n'a pas proposé autant de projets de plantation d'arbres, de bus propres, d'isolation thermique, de bâtiments, etc., etc. il y a 5, 8 ou 10 ans? Je vous pose la question. Parce qu'on n'a pas écouté les écologistes, peut-être. Ça fait longtemps que nous, on le demande. Ça fait longtemps qu'on le réclame, oui, peut-être. Mais aujourd'hui, par exemple, pour les voitures en centre-ville. Alors, tous les programmes maintenant sont effectivement avec plein de propositions que l'on faisait déjà depuis longtemps. Donc, on va dire qu'on a gagné la guerre culturelle, c'est plutôt bien. Après, il y a des vrais sujets. Ça a été abordé, le sujet de la végétalisation, parce qu'il faut adapter la ville au problème de réchauffement climatique. Ça, c'est un premier sujet. Donc, replanter massivement des arbres et puis ne pas faire ce qu'on a commencé à faire. On fait des cours d'école qui sont on a construit une seule école sur le mandat avec une cour totalement bitumisée. Donc il faudra y revenir, il faudra végétaliser l'ensemble des cours d'école et en particulier celle de l'école Simone Veil. Et puis après, il y a toute la transition énergétique à faire. On n'a fait aucune rénovation thermique des bâtiments publics et ça c'est extrêmement grave puisque c'est l'un des premiers émetteurs à effet de serre. Donc ce sont en plus des investissements productifs qui auraient pu permettre de réduire les charges de la ville. Donc il faudra travailler massivement sur ces sujets-là. Nous, on pense investir 20 millions au niveau de la métropole, c'est-à-dire 250 emplois et derrière des baisses de charges pour la municipalité. Christophe Boucher, est-ce que d'un seul coup, tout le monde a verdi son discours? Oui, parce que l'urgence climatique, elle est là. C'est logique. Vous regardez un journal télévisé, il y a 2 sujets sur l'urgence climatique. Donc, quand on dit que c'est électoraliste? Non, c'est pas électoraliste. C'est un mouvement de fond qu'il va falloir qu'on a entendu, qu'il va falloir respecter. À la ville de Tours, on a cette année, on a planté 3000 arbres dans l'année. J'ai vu dans le programme de M. Denis qu'il voulait en planter 30 000. Je ne sais pas où il va les mettre, parce qu'il y a déjà 30 000 arbres. J'entends M. Gautreau qui prend la parole après tout le monde, qui dit qu'il faut végétaliser la place de la gare. Mais c'est pas possible. Justement, là, on va l'entendre et puis après on y reviendra. C'est pas possible. Sur la gare, il y a un parking. On ne peut pas végétaliser la place de la gare aujourd'hui. Demain, il passera 3 lignes de tramway sur la place de la gare. Il y a des endroits où dans les villes, il faudra bien se résoudre à ce qu'il n'y ait pas de possibilité de végétalisation. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. En revanche, là, je suis pleinement d'accord avec M. Denis. D'ailleurs, j'ai fait la réflexion aux services municipaux sur l'école Simone Veil. Il y a un changement culturel qui doit s'opérer. Quand on fait une école,
il ne faut plus mettre de bitume noir dans la cour d'école. Je suis parfaitement d'accord. On va le faire la semaine prochaine d'ailleurs dans l'école Charles Péguy, où le concept des mini-forêts, c'est-à-dire des îlots de fraîcheur avec une densification des arbres, seront plantés dans les écoles. Et la première sera à Tours et sera dans l'école Charles Péguy. Donc je peux le dire ici. Mais c'est vrai que... Super idée, on l'a aussi. Oui, monsieur Denis. On l'a aussi. Oui, Claude Bourdin, pareil, production locale, circuit court, Bien sûr, il encouragement. faut effectivement de la production locale et, au niveau périurbain, avec du maraîchage bio, pour pouvoir alimenter les cantines de la ville. Ça, c'est une évidence. Et puis, sur les modes de transport, il faut voir la ville dans son ensemble, c'est-à-dire plutôt favoriser les modes alternatifs de transport à la voiture. Donc petit à petit, il va falloir que la voiture ait moins de place dans la ville. Aujourd'hui, avec votre voiture, vous faites le tour de la cathédrale. Vous voyez, ça, c'est pas normal. Justement, on va écouter ce qu'en pense Nicolas Gautreau, et puis juste après, on va revenir. Mais oui, je termine. Mais ça vous fait sourire. Il faut effectivement végétaliser, et le tout tramway, je le dis tout de suite, qui est on va en parler, très minéral avec ces plateformes, ça aide pas à végétaliser la ville. Tenez, le petit sonore de Nicolas Gautreau, et puis vous pourrez commenter derrière. Allons-y. Je pense qu'on n'est pas aujourd'hui dans une simple transition écologique. Je pense qu'on est vraiment dans une urgence climatique. Et c'est pourquoi on a pris plusieurs mesures qui touchent notamment au déplacement à travers la sécurisation des espaces piétons, des voies express pour les vélos. Mais il y a aussi d'autres choses. Par exemple, si je prends les objets recyclables, on veut construire des entreprises de déconstruction et de recyclage sur le site de l'aéroport pour recycler au plus près, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, les associations comme la CEPANT, Zéro Déchet, des associations écologistes, ont classé notre projet comme étant le meilleur du point de vue environnemental à Tours. Il y a des réactions là. Non, je suis obligé d'intervenir parce que la méthode qui consiste à faire intervenir un 7e hors plateau va être très compliquée. Alors attendez, je vais vous expliquer. Non, mais nos téléspectateurs, je demande juste un petit moment. Nos téléspectateurs doivent savoir si Monsieur Gautreau n'est pas sur ce plateau ce soir. C'est tout simplement que c'est une décision éditoriale qui s'appuie sur des textes qui sont édictés par le CSA, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous nous appuyons sur ces textes, dont acte. Je crois que c'est ni l'heure, ni le moment, ni le lieu de débattre de ça. Je vous invite plutôt à parler de ce qui préoccupe les Tourangeaux. Donc vous avez la parole. Allez-y, là vous allez nous intéresser sur ce sujet. Je vais répondre parce que j'ai déjà entendu M. Gautreau parler des classements de la CEPANT. C'est faux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la CEPANT. Mais oui, Denis l'a fait aussi. Jamais la CEPANT n'a classé prendre position sur des décisions. L'association Zéro Déchet. Est-ce que l'association Zéro Déchet a classé les candidats? Jamais de la vie. Non. Donc on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. C'est pour ça que je vous mets pas en cause. Je suis d'accord avec M. Boucher. Je peux pas laisser dire n'importe quoi. Ces associations n'ont pas classé les candidats. J'aimerais m'exprimer sur une vision un peu différente, voire même très différente sur notre programme concernant justement l'environnement et l'écologie. Est-ce que vous savez, les uns les autres, que la moitié des activités économiques génèrent la moitié des gaz à effet de serre aujourd'hui? Donc nous, ce que nous proposons, c'est justement d'intervenir dans ce domaine-là pour une économie bas carbone. Ça nous différencie énormément du programme de M. Denis et de la France Insoumise. Nous allons vers cette direction pour un contrat de transition écologique que nous allons signer avec l'État, qui nous permettra de lever environ 40 millions d'euros. On ne va pas aller chercher sur les impôts pour faire cette transformation. On va aller investir sur du foncier dans le domaine de l'écologie, justement, et sur des bâtiments aussi, les bâtiments de l'économie, des entreprises, pour que les entreprises s'installent, que la filière environnementale s'installe à Tours. Voilà quelque chose qui n'est pas une écologie punitive, qui n'est pas une écologie qui impose des règlements, qui va faire disparaître progressivement ou stopper ou arrêter les voitures au bord de Tours, puisque c'est impossible, puisque 30 à 40% des gens qui viennent travailler à Tours habitent en dehors de Tours. Nous voulons nous appuyer sur ce développement d'une économie bas carbone et faire de Tours le modèle du genre en France. Nous en avons la capacité. C'est une très bonne idée, puisque nous l'avons également, le contrat de transition énergétique avec l'État. C'est un moyen de se faire financer, donc d'avoir un contrat tripartite avec les Je ne la vois pas dans le programme aussi développé que comme on l'a développé. Peut-être pas, mais on va lui laisser la parole. Il a beaucoup de retard dans son temps de parole, Xavier Datteux. Et on fera la même chose, bien sûr. C'est étonnant, pour une fois. Est-ce qu'on peut être efficace et pragmatique? Est-ce qu'on peut, en période électorale, pour une fois, arrêter les catalogues du Père Noël avec des quantités de projets qui ne règlent en aucun cas des problèmes qui sont récurrents à la ville de Tours depuis 20 ans? Les infrastructures sportives, les écoles, en partie commencées, mais pas les infrastructures sportives. Est-ce qu'on peut partir du principe que les deux opérateurs qu'il y a sur la ville de Tours, qui est Tours Habitat, et en même temps l'Igéris, pourraient taper dans leurs réserves astronomiques pour certains
Tour Habitat, c'est à la métropole maintenant, pour aller faire de la rénovation énergétique dans les 120 millions d'euros. Dans les C'est 120 millions d'euros. Monsieur Datteux, Benoît-Pierre, où vous allez les chercher? respectez les gens qui Où vous allez les parlent. chercher? Respectez les gens C'est intéressant comme débat. Pourquoi systématiquement vous ne laissez pas parler les gens? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai coupé quelqu'un une fois, moi? Mais c'est une jamais question dans que je un vous débat. pose. Mais c'est pas à vous de la poser. Si vous attendez la fin de ma réponse, vous aurez votre réponse. Ça vous évitera de m'interrompre. Merci, 120 millions. Mais non. Allez, avançons. Gilles Godefroy. Est-ce qu'on peut... Non, je finis juste sur ce propos. Est-ce qu'on peut essayer d'être pragmatique et de se dire qu'il y a des problématiques qui durent depuis 20 ans dans cette ville et que la priorité, c'est enfin de les résoudre avant de sortir des gros programmes à des dizaines, centaines de millions d'euros qui ne résoudront pas des problèmes vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit, malheureusement. Je ne comprends rien à la langue En Marche, ça c'est sûr. Gilles Godefroy, Je vous le Contrat de transition écologique. fin du Contrat de monde, transition Gilles Godefroy, fin du monde, fin du mois, même combat. Non, ça c'est pas vraiment ma tasse de thé, ce genre de truc, vous savez. On va d'abord voir, on va d'abord voir la fin du mois. Non, mais ce qui est primordial d'abord, et il y a de l'argent parce que la région y contribue, c'est l'isolation thermique. Bon, ça c'est la première chose. Hein. Ensuite, on nous parle justement, de verdir. Alors il y a un moyen aussi, c'est de quand même forcer un petit peu la main aux promoteurs pour tant de mètres carrés construits, vous laissez tant de verdure. J'ai pas dit d'arbres. Hein, de la verdure, c'est dans le déjà PLU. pas mal, parce que les arbres, oui, mais enfin le PLU, on peut le changer comme on veut. Hein. Et puis, surtout, on parle aussi de verdure, etc. Mais il faut parler de propreté. Parce qu'on a des parties de la ville qui sont infâmes et dégueulasses, excusez-moi. Ça se passe à côté des paves, les conteneurs enterrés, le point d'accès volontaire. Voilà. Hein. Bon, écoutez, ce truc-là a été lancé parce qu'il y avait des subventions de l'Europe, hein, ni plus ni moins, et puis il fallait relancer la technologie. Il faut rechanger ça. On ne peut pas avoir d'un côté une ville verte, les oiseaux qui cueillent les arbres, et puis des potoirs. Alors justement, dans la ligne de la transition écologique, on va en arriver maintenant à une thématique qui est assez cruciale, c'est celle des déplacements et des mobilités. Tous ces domaines sont imbriqués. Est-ce qu'il faut, je vais poser la question à Claude Bourdin, est-ce qu'il faut une diminution drastique du flux automobile en ville? Alors pour l'instant, on va rester sur la voiture parce qu'ensuite, on va en venir au bus et au tram. La voiture, il en faut moins ou vous n'êtes pas de ce combat-là? Bien sûr qu'il va falloir réduire les déplacements automobiles, c'est une évidence, parce qu'il y aura de plus en plus de pics de pollution. Donc il va falloir avoir des actions là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut des parkings relais en périphérie de la ville, des parkings relais gratuits pour que les gens puissent laisser leur voiture et prendre les transports en commun gratuits pour aller en centre-ville et voilà, se déplacer librement. Et ça sera une ville qui sera beaucoup plus apaisée, avec moins d'accidents de voiture, il y aura moins de pollution, ça sera une ville plus agréable, plus respirable. Donc c'est cette ville-là qu'il faut pour demain. Mais c'est quoi? C'est plus de rues piétonnes? Bien sûr qu'il va falloir plus de rues piétonnes, bien évidemment. C'est une limitation de vitesse à 10 km/h. La rue Colbert, aujourd'hui, c'est une hérésie. La rue Colbert, on peut passer en voiture dans la rue Colbert alors qu'il y a des terrasses, et c'est dangereux, et c'est en plus pas très agréable quand on déjeune d'avoir des voitures qui passent à côté. Donc à un moment donné, il faut penser la ville dans son ensemble. Alors il faut encore de la voiture, mais petit à petit, il va falloir laisser moins de place à la voiture pour favoriser les transports à vélo, piétons aussi, parce que c'est le mode de transport le plus important, les piétons, et tous les transports en commun. Donc voilà, c'est une autre façon de voir la ville pour les habitants de Tours. Christophe Boucher, pardon, je vous sens pensif sur cette affaire? Non, je suis pensif parce que j'étais au sujet précédent, j'en suis désolé, mais j'étais sur le sujet qui était de l'isolation et que je voudrais redire ici quand même qu'on a lancé 2 plans pluriannuels qui ont été signés, financés déjà. Il est temps, monsieur Boucher. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 6 ans sur ces sujets-là? Non, mais clairement, on avait des subventions au niveau du CRST, donc des subventions régionales qui n'ont pas été utilisées par la ville de Tours. Messieurs, s'il vous plaît, nous en étions, s'il vous plaît. Attendez, on a déjà fait un plan pluriannuel de 10 ans sur le plan école, justement pour l'isolation des bâtiments. Nous en étions au déplacement, monsieur Boucher. Donc, non, mais il faut le redire. La place de la voiture. La place de la voiture. Il faut être cohérent. Ce que dit monsieur Bourdin, enfin bon, c'est pas très étonnant, mais c'est d'une incohérence totale. Vous pouvez pas. Votre première question du débat, c'était sur le commerce de centre-ville.
Votre troisième question du débat, c'est sur les déplacements. Si vous voulez conserver le commerce d'entre-ville, comme j'ai entendu tous les pleurs tout à l'heure sur ce sujet-là, alors que la ville reste très dynamique, il faut que vous favorisiez l'ensemble des déplacements, la voiture y compris. Justement. Il faut faire baisser doucement la place de la voiture dans la ville, trouver doucement, mais lentement. Alors pour laisser la parole à tous nos invités, tous ces candidats, on en vient. Si et seulement si, on a les moyens de substitution clairs, précis. Ces moyens de Transport substitution, collectif, vélo et des aménagements pour les piétons. Nous allons y arriver. On va se dispenser du micro-trottoir que nous avions prévu parce que nous préférons, Johan et moi, laisser la parole aux candidats. Il y a un autre sujet la question qui fâche. Incontournable sur cette fameuse deuxième ligne de tram. Est-ce qu'elle verra le jour, cette fameuse deuxième ligne ? Moi, je ne le souhaite pas. Moi non plus. Tout au moins, Moi non plus. un tram sur rail. Voilà, je ne le souhaite pas. Je me suis positionné là-dessus dès le début. Le trajet en lui-même n'est pas forcément... Vous savez que quand abandonner le projet hein, je ne sais pas, mais c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que tout le problème du tram sur Béranger n'avait jamais été en fait acté au rail. Clairement. Christophe Boucher l'a dit à TV Tour. Toutes les images, le vote a été fait au conseil municipal sur un tramway du même type que celui qui avait nord-sud, donc c'est bien sur rail, et qu'aujourd'hui on rétropédale. Et on rétropédale justement, et je serais ravi qu'on rétropédale. Il faut aller effectivement sur des trambus ou des bus à haute qualité de service qui sont beaucoup plus efficaces, plus souples. Pour desservir Saint-Pierre-des-Corps. Mais même, vous avez beaucoup plus de latitude. Un exemple, quand vous avez la foire de Tours, comment on fait pour désengorger la foire de Tours ? Quand le TFC sera en première division, comment fera-t-on pour faire partir les 20 000 spectateurs si on ne met pas quelque chose de souple qui peut occasionnellement résoudre un problème de circulation? C'est ça l'intérêt. Le tramway est dépassé aujourd'hui, 50 ans à une destruction, une restructuration fondamentale. Benoît Pierre, votre avis là-dessus, entre le bus, le tram, deuxième ligne, vers quoi votre cœur balance ? Le bus, il faut augmenter effectivement des lignes, notamment des lignes de nuit. On a fait une proposition dès le jeudi soir, en lien avec le tram et la ligne 1. Pour la ligne 2, j'y suis très favorable. Ça concerne quand même des déplacements de 30, 40, 50 000 personnes. Donc j'y suis favorable, mais il y a un petit problème. Le petit problème, c'est sur Béranger et Heurteloup. Effectivement, il y a une menace, on le sait, sur Heurteloup, sur le patrimoine arboré, ce patrimoine de platane de plus de 100 ans qui façonne le paysage, qui est en plus un paysage Les études ne sont pas totalement claires. Pour Heurteloup, si. Pour Heurteloup, si. Il y a un risque majeur pour Heurteloup. Pour Béranger, c'est moins le cas, en effet. Moi, nous proposons peut-être d'étudier un peu plus fortement une ligne et une étude qui avait été faite donc, concernant le passage qui passerait vers Tonnelet sur les bords de Loire et qui pourrait desservir Maham, Albert Baillet, également le campus qui se trouve, le campus des Tanneurs. Et donc, ce qui ferait le lien entre les hôpitaux et les campus Grandmont, Trousseau et Christophe Boucher, on sent que vous avez des doutes, non, sur cette deuxième ligne ? On a voté en métropole à l'unanimité, Emmanuel Denis pour en témoigner, d'un système. On va aller vers vous juste après. Un système de transport à grande capacité dont on a défini le tracé, qui va de la Riche à Chambray-les-Tours en passant par l'hôpital Bretonneau d'un côté, l'hôpital Trousseau de l'autre et la gare. Aujourd'hui, c'est un tracé qui a été étudié. Le mode sur ce tracé et le système sur le tracé n'a pas été étudié. Donc aujourd'hui sont en balance. On a à l'étude plusieurs sujets, dont un sujet ferré qui effectivement a des avantages et des inconvénients, et un sujet sur pneumatique qui a aussi des avantages et des inconvénients. Et l'étude qui sera faite, l'étude technique qui viendra en complément de l'étude du tracé. Personne ne parle de coût. Si, le coût 500 millions. 500 millions. Avec une dette par habitant. On va aller vers Emmanuel Denis. C'est possible. Avec une dette par habitant. C'est les platanes. Je suis désolé. C'est patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont les platanes qui ont plus de 100 ans, qui façonnent le paysage. C'est aussi une vraie question. Emmanuel Denis, on aimerait vous entendre sur cette question. Ça fait très longtemps que vous l'avez dans vos cartons. Le vrai problème, donc on revient sur ce qui a été dit au départ, c'est l'autosolisme. Aujourd'hui, quand il y a 100 voitures qui rentrent, elles emmènent 105 personnes. Donc ça, c'est le sujet. Donc ça veut dire 1,05 passagers dans les voitures. Donc il faut absolument offrir aux automobilistes une alternative efficace
à cela. Donc l'alternative efficace, elle passe bien sûr par des travaux structurants. Alors les travaux structurants, bien sûr, il y a le tramway, mais il faut aussi parler des pistes vélo, puisque c'est une alternative extrêmement attrayante et qui peut fonctionner sur des trajets de 4 à 8 km quand on a des VAE. Et aujourd'hui, il y a on a également. Monsieur Denis, quelle est votre position? Quelle est votre position? Je vais vous en parler après. Quelle est votre position? Mais prenez pas 10 minutes. Quelle est votre position sur la ligne 2 du tram par Béranger? Et s'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Donc on a perdu un mandat aussi sur les pistes vélo. Et donc là, il faut créer des réseaux express vélo qui soient bien structurants pour ce sujet-là. Ensuite, bien sûr, sur le tramway, aujourd'hui, en termes de performance, je ne suis pas d'accord avec vous, en termes de performance, en termes de qualité, de confort, de cadence, de régularité, il n'y a pas mieux que le tramway. C'est un succès considérable sur la première ligne. On est passé de 23 millions à 40 millions de passagers. Donc forcément, il faut une deuxième ligne. Mais si on fait de la deuxième, est-ce qu'on peut se connecter avec l'Est Tourangeau? Est-ce qu'on arrivera à se connecter? Alors aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites où il y a moins d'intérêt de faire ça. Là, par exemple, sur l'Est Tourangeau, on pourra réfléchir à un BHNS. L'important, c'est d'avoir un vrai réseau. Claude Bourdin parle d'un lobby. Est-ce qu'on peut arrêter avec le lobby du tramway et être raisonnable? Parce que M. Boucher et Denis ont voté pour un tramway. Oui, non, mais il y a Ils pas ont de voté lobby. pour un tramway à 500 millions d'euros. La Cour des comptes a dit clairement que la métropole de Tours n'a pas les moyens de financer une deuxième ligne à 500 millions d'euros. Alors où va-t-on chercher cet argent? Et encore moins une troisième ligne à 500 millions d'euros, ça fait 1 milliard. Nous, on dit voilà, l'alternative, excusez-moi, monsieur Pierre, par l'Europe. l'alternative quand même, c'est le trambus à l'hydrogène. Les trambus à hydrogène ou électriques qui sont une alternative, c'est 5 fois moins cher que le tramway et ça permettra de préserver les arbres. Et je suis étonné que M. Denis veuille absolument faire passer ce tramway Béranger-Horteloup et détruire 150 arbres. Lui qui est un écologiste. Et c'est M. Gilles Godefroy qui nous donne le tramatisme. Un tramway, ça fige complètement une ville. Maintenant, on a une ville qui est figée à cause de cet axe. D'accord. Certains quartiers ont été définitivement détruits et le seront toujours au niveau commercial. Nous sommes absolument pour un système de bus qui surtout permet la souplesse. Quelque chose se passe, un événement quelconque. Bus hydrogène. Vous pouvez. Alors, écoutez, les techniques ne sont pas vraiment au point. Moi, j'ai beaucoup de relations avec le Japon. Merci. Honda a énormément d'ennuis avec la Miulai, etc. On verra ça plus tard, la technique. Amiens, Pau, Biarritz. Il y a des problèmes techniques. Comment on finance ça? Comment on finance cette deuxième ligne? On a une technologie. Attendez, monsieur Denis, parce que si je vous permettez, faut pas être aussi incohérent parfois dans les propos. Parlez-nous des financements. Vous avez une solution pour dévancer 500 millions? Comment je n'ai pas la solution pour 500 millions pour la deuxième ligne, puisque j'y suis opposé déjà, donc je ne vais pas me poser la question. Vous voulez tout remettre à plat. Mais il faut être cohérent un petit peu quand on revient sur le tramway à rail. Vous savez pertinemment que s'il y a une ligne avec un tramway à rail, il y a des impacts. Boulevard Béranger sur les arbres, il y en aura encore plus sur Horteloup. Et vous promouvez, vous continuez à promouvoir ce mode-là. Moi, je dis simplement que quand on fait des investissements structurants, on paye d'abord ses dettes. Il y a encore 250 millions d'euros à rembourser sur le tram, si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle à la métropole, à rembourser sur le tram, et on colle encore 500 millions derrière dont on ne connaît pas Christophe Boucher va répondre à ça. Dont on ne connaît pas le financement. Et est-ce qu'il n'y a pas des priorités? Je rappelle juste quelque chose, si vous le permettez. Vous voulez faire aussi juste quelque chose, si vous me permettez, c'est pas vous qui le payez, monsieur Bourdin, c'est les privés. Ceci étant dit, la première ligne de tram part d'un pôle de 40 000 habitants au sud, 40 000 habitants au nord. L'autre, elle part d'un pôle de 10 000 habitants d'un côté, 15 000 habitants de l'autre. Christophe Boucher vous répond. Est-ce qu'on a les moyens? Comment est-ce qu'on finance? Et comment des gens ont fini de payer la première ligne? Il va nous répondre sur le financement, il a dit. Moi, je vais vous répondre sur... une ville, c'est un ensemble de quartiers. C'est 22 quartiers. Le tram, c'est le meilleur moyen. Monsieur Godefroy a parlé des quartiers. Le tram, aujourd'hui, c'était... Oui, ça a eu quelques incidences en centre-ville, on les connaît. Mais... ça a donné le tram dans des quartiers populaires à l'Europe ou au Sanitas ou à Jouer-les-Tours. La deuxième ligne, M. Bourdin, c'est difficile. Vous ne pouvez pas procéder comme vous procédez dans la rue. La deuxième ligne de tramway, elle permettra de désenclaver des quartiers qui aujourd'hui sont très enclavés. Maryse-Bastier, Giraudot, mais aussi la Bergeonnerie, par exemple, qui est un quartier oublié au sud de la ville. Montjoyeux, Les Fontaines. C'est un système de grande capacité qui permettra à tous les Tourangeaux
Tourangeau, de rejoindre le centre-ville, mais aussi de rejoindre les hôpitaux. Donc c'est une nécessité pour l'ensemble de la population. Ces quartiers-là l'attendent. Alors les choses quelque chose. Et après, on va parler d'autre chose. On parle du BHNS. On n'a pas répondu au financement. Oui, le financement. Ok, mais juste pour dire que le BHNS n'est pas moins cher que le tramway quand on rapporte au nombre de passagers emportés. Mais non, quand on rapporte, il y a des études qui le démontrent. Demandez à la DDT. Quand on rapporte au nombre de passagers et sur la durée. Moins de sigles, s'il vous plaît, entre le BHNS et le DDT. Bureau à haut niveau de service. Bus à haut niveau de service. Une association qui a donc fait cette étude. Donc il n'y a pas de problème de coût. Le problème, alors bien sûr, c'est à l'investissement, c'est plus élevé. Mais là, il faut qu'on bénéficie. Je pense qu'au niveau national et au niveau européen, il y a une vraie volonté. Donc pas d'impôt supplémentaire pour financer la deuxième ligne de tram. D'abord, on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. On sait que déjà, les banques sont prêtes à nous prêter pour la moitié de la ligne. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y aura le Green Deal qui va bientôt être mis en œuvre. Et ensuite, il y a les plans État-région, le plan État-région sur la mobilité qui nous permettra de financer ça. C'est la transition énergétique, c'est la transition des mobilités. Il faut aller vers ça. Moi, je vais on trouvera les financements et c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est ce qui permettra d'emporter le plus de monde et d'avoir un report modal. Je vais vous proposer quelque chose qui coûte beaucoup moins cher. Quelque chose qui coûte beaucoup moins cher, c'est le vélo. Alors, le vélo, parlons. Il faut quand même conclure sur les platanes. Il n'y a pas un maire de Tours. Pas un maire de Tours, pas une des 6 personnes qui est là. Il n'y a pas un écologiste non plus, il n'y a pas un citoyen. On ne fera jamais en sorte de faire le moindre travaux sur les boulevards si les arbres sont en danger. Mais donc il faut anticiper, pardon. Mais Benoît Pierre, la ville ne veut pas anticiper. Alors, la ville est là depuis quelques Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Pas tous en même temps. J'aimerais quand même pouvoir parler. Pas tous en même temps. Il y a un document qui est sorti qui, effectivement, cette étude par un spécialiste qui montre bien, que vous avez eu pendant 1 an et demi, qui montre bien qu'il y a danger. Pour Horteloup, je le maintiens ici. J'ai fait effectivement expertiser cette étude et elle montre que pour Horteloup, les platanes sont morts. Mais c'est quand même pas un écologiste qui va nous expliquer. Est-ce que le tram ne passe pas au milieu de l'avenue Gramont? Est-ce qu'il y a des arbres à avenue Gramont? Devant la Gloriette, est-ce que le tram passe au milieu des arbres? Non, mais vous avez mais Monsieur Denis, vous n'avez pas lu l'étude, c'est ça votre problème. J'aimerais juste poser une question. Chacun son tour. Terminez votre propos. Personne ne fait peur à personne. Terminez votre propos. Je suis un écologiste, vous croyez que j'ai envie d'arracher des arbres? Alors dites-moi, moi je voudrais poser une question. Qui sont nécessaires. Non. S'il vous plaît, messieurs. C'est là qu'on voit que vous n'avez pas la connaissance technique. S'il vous plaît, Emmanuel Denis. Emmanuel Plage Denis. Jean Jaurès. Je vous en prie. Plage Jean Jaurès. Comment vous allez faire? Simplement, il faut dire que cette étude des études techniques. Attendez, la ville a son histoire. Cette étude, à date, porte sur 13 arbres. 13. Il y en a 450. Donc, bien évidemment qu'il faudra des études complémentaires pour l'ensemble du tracé. Bien évidemment. Mais elle porte aujourd'hui sur 13 arbres. Et elle dit qu'il va falloir... Bien qu'il y a 150 arbres qui sont menacés sur l'ensemble du boulevard Béranger. Elle dit... C'est plus de 150 arbres. Et pour la plupart, des arbres centenaires. Elle porte sur 13 arbres. Arrêter de dire n'importe quoi. Un mot, monsieur. Il y a une étude de l'ADRE, monsieur Erquin. On ne va pas passer un débat. C'est très important. C'est très important pour les Tourangeaux. Mais nous n'allons pas passer un débat entier sur les arbres. Si on a peut-être envie de garer nos vélos sous les arbres, on va parler un instant du vélo, parce que vous savez qu'on a dans toutes les villes de cette même importance toujours un problème de cohabitation entre les voitures, les bus, parfois les trams, des fois ça fait boum. Quelle est la place du vélo? Comment la voyez-vous? Vous voyez le principal mode de déplacement. Et les piétons, bien sûr, les piétons. C'est le transport le plus important, les piétons. Aujourd'hui, il faut aussi des itinéraires piétons qui soient sécurisés, qui soient agréables aussi pour les piétons, pour aller d'un point A à un point B. Et bien sûr, les vélos, il faut un réseau de vélos express avec des axes importants pour aller d'un point à un autre le plus rapidement possible, pour que ça devienne le mode de transport le plus utilisé, parce que c'est vrai que ça n'a pas d'impact sur l'environnement, donc il faut ces pistes cyclables en voie dédiée qui soient express pour favoriser tous les transports de tous les Tourangeaux en toute sécurité. Monsieur Godefroy, j'aimerais vous entendre au Rassemblement national. Qu'est-ce qu'on en pense de cette question de la place du vélo, des piétons dans la ville? Alors écoutez, il ne suffit pas pour dire qu'on a une piste cyclable de mettre un trait de peinture et puis de laisser les choses se passer. Là, il y a des choses qui sont vraiment inacceptables. Mais par contre, c'est toujours la même chose. Les finances. Qu'est-ce qu'on fait? Quel choix est-ce qu'on va faire?
C'est là où nous posons la question. Il faut avoir des pistes cyclables, des axes cyclables, mais on ne peut pas faire dans certains quartiers juste des petites pistes cyclables. Je vous défie, par exemple, à côté de l'ANR, il y a la rue Christophe Colomb. Attendez, vous ne pouvez pas. On va écouter la réaction de Nicolas Gautreau et on revient et... il vous manquait, vous voyez. Donc on va l'écouter et ensuite on revient pour parler de cela. Déjà, il y a un premier problème, c'est que le tracé du tram de la deuxième ligne actuelle passe par Béranger et menace directement les arbres. C'est pourquoi nous souhaitons que la deuxième ligne soit réorientée vers Saint-Pierre-des-Corps pour notamment aller directement à la gare de Saint-Pierre. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, et je ne les oppose pas, je n'oppose pas les choses, il y a la question des bus à haut niveau de service à hydrogène. Je pense qu'il faut vraiment aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, et notamment créer 4 stations hydrogène sur la métropole afin qu'on puisse développer ces bus à haut niveau de service. Et sur la gratuité des transports ? Alors sur la gratuité des transports, nous avons déjà depuis octobre, nous avons proposé une mesure phare, c'est la gratuité des transports en commun le week-end. Personne ne propose cette mesure qui n'est pas coûteuse. Emmanuel Denis, là, ces propos concernant la gratuité des transports, c'est également votre cheval de bataille ? Non, pas la gratuité totale des transports, parce que comme je l'ai dit, il y a des réseaux structurants à créer, aussi bien pour le vélo, on vient d'en parler, des voies express vélo, que pour le tramway. Donc on ne peut pas à la fois s'asseoir sur la billetterie, c'est aujourd'hui 28 millions de recettes, et donc c'est impossible. D'ailleurs, du coup, on ne nous prêterait plus d'argent, puisque si on n'a plus de recettes, c'est impossible de faire de nouveaux emprunts. Donc on doit conserver ces transports en commun payants pour pouvoir bien sûr financer l'ensemble de nos investissements et de nos infrastructures. Donc nous on pense plutôt à c'est jamais gratuit en même temps, il y a quelqu'un qui paye au final. Bien sûr, dans tous les cas c'est comme ça, mais 28 millions aujourd'hui on ne peut pas s'en passer. Il y a 35 villes en France qui ont mis en place la gratuité totale des transports publics. Là c'est 22 millions d'euros qu'il faut trouver, donc on dit voilà comment on fait, c'est-à-dire qu'on arrête les subventions à Ryanair, 1,5 million d'euros par an. Les recettes du stationnement aussi viendront. On augmentera la CFE, la cotisation foncière des entreprises, puisque les entreprises n'auront plus à payer la moitié des titres de transport. On augmentera la taxe de séjour, puisque les touristes bénéficieront aussi de cette gratuité totale. Vous pensez que ça va entraîner du chômage ? Il va falloir faire des choix budgétaires. Bien évidemment, il va falloir arrêter de donner des subventions au festival. S'il vous plaît, pas tous en même temps. Il va falloir arrêter de donner des subventions ce discours idéologique doit s'appuyer sur une réalité. Benoît Pierre, s'il vous plaît. Il y a des villes italiennes, européennes. Le Luxembourg est un pays qui est en train de mettre en place la gratuité totale. Maintenant, vous pouvez parler. Donc c'est possible aussi à Tours. Ce discours idéologique doit quand même s'appuyer sur une réalité, la réalité budgétaire. La capacité d'investissement de la ville de Tours, c'est à peu près 30 millions d'euros. Donc vous allez absorber pour la gratuité des transports sur une action juste l'intégralité de la capacité d'investissement. Laissez-moi finir. Et pour ce qui est du vélo, nous nous engageons sur une politique réaliste, faisable, 21 km et pas plus, parce qu'on a fait le calcul en fonction du budget, 21 km de pistes cyclables sécurisées, express, avec aussi des véloroutes qui sont désignées, quelques-unes, et donc un système moderne et une coulée verte aussi, entre le nord et le sud, qui est une originalité, je crois, de l'ensemble des programmes. Xavier Letteux ? Je suis un peu déconcerté par le débat, parce que tous les sujets qui sont mis à plat, là, sur lesquels on parlent tous d'écologie. Et uniquement d'écologie. C'est vrai que l'écologie, non, c'est du transport là. C'est pas que l'air du temps, mais ça se rapproche quand même de l'écologie. Moi, j'aurais aimé qu'on parle de quelque chose qui est hyper important et qui touche l'écologie, c'est l'aéroport de Tours. Par exemple, quelle est la position des uns et des autres sur l'aéroport de Tours ? Allons-y. Quand on voit des majorités, pas des majorités, mais des groupes complètement opposés à l'intérieur même d'une même équipe et qui se présentent aux élections municipales, moi j'ai peur. L'aéroport de Tours est l'outil stratégique du territoire pour le développement économique. Alors, c'est pas l'avis de tout le monde. Hein. Le remettre, mais c'est une... Je vais être un peu péremptoire peut-être, c'est une absurdité de dire que ça ne l'est pas. On a un aéroport à Tours. On est la 3e entrée touristique de France, après Paris, la Côte d'Azur, les châteaux de la Loire, la Loire-Vallée. Il y a un aéroport qui aujourd'hui est un hangar, qui ne mérite pas
les publics qu'il y a. Après, l'aéroport, il plafonne à 200 000 voyageurs depuis 5 ans, et il n'y a pas de nouvelle ligne qui arrive. Parce que justement, il n'y a pas... Non, mais Châteauroux, c'est pas la même chose. J'ai demandé à M. Denis pourquoi Châteauroux a 35 millions d'investissements et que Tours n'en a pas de la part de la région. Parce qu'une majorité verte a décidé qu'il valait mieux le mettre là-bas que de le mettre à Tours. Mais est-ce qu'il faut maintenir un aéroport, clairement, à Tours? Il faut maintenir l'aéroport. Je n'ai pas terminé, M. Denis, s'il vous plaît. Il faut maintenir un aéroport, développer l'activité aérienne sur Tours. C'est une nécessité pour les commerces, pour le développement économique du territoire. Gilles Godefroy. Je suis entièrement d'accord. Il faut absolument garder l'aéroport. C'est non seulement quelque chose pour le tourisme dont on nous rabat les oreilles, mais aussi toute l'industrie et l'économie. Mais non seulement l'hôpital en aussi plus, pour les greffes. attendez, en plus, il y a ce fameux tramway. Donc, Dieu sait si je ne l'aime pas, mais là, à ce moment-là, il faudrait quand même le continuer, étendre le tramway jusqu'à l'aéroport. On va rester sur l'aéroport. Emmanuel Denis, votre point de vue là-dessus. Il faut continuer à subventionner Ryanair. Non, mais tout le monde est d'accord. Même Philippe Briand l'a dit. C'est dans la presse. Il faut arrêter les subventions à Ryanair. Et ça il faut attendre la fin de la décennie. Ryanair, compagnie aérienne. Après, sur la survie de l'aéroport, il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, bien sûr, il faut maintenir l'aéroport pour les greffes, pour l'aviation d'affaires également. Et puis, il faut trouver un autre modèle s'il y en a un qui existe. Mais en tous les cas, il n'est pas... les collectivités, si elles ont un peu de cohérence, soit on fait la transition énergétique, la transition écologique, soit on subventionne le transport aérien. Mais on ne peut pas faire l'un et l'autre, sinon c'est totalement on continue à mettre des sous dans l'aéroport. Benoît Pierre, un instant. Oui, mais là on est passé à l'aéroport. J'ai lu sur l'aéroport. Je suis très favorable parce que c'est l'attractivité et je suis d'accord avec ce qui a été dit. En revanche, je ne peux pas laisser passer ce qui vient d'être dit parce que j'ai lu très attentivement non seulement les programmes, mais aussi l'historique des programmes. Et également les prises de position qu'il peut y avoir sur votre liste. Quelqu'un comme M. Benoît Faucheux, à la région, vote contre l'aéroport de Tours, de manière très claire. Quand vous baissez les subventions, arrêtez, baisser les subventions, c'est tuer l'aéroport à horizon de 3-4 ans. Vous parlez d'un modèle alternatif. Expliquez-nous le modèle alternatif à l'aéroport de Tours. C'est pas mon sujet. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est les subventions au transport aérien qui sont totalement incohérentes avec la volonté de faire une transition écologique. Donc ça, on doit l'arrêter. Et d'ailleurs, je le redis, Philippe Briand est d'accord avec ça. Il y a une urgence. C'est nouveau. Il y a une urgence climatique. Vous lirez la presse puisque vous regardez de près. Climatique. Monsieur Denis, s'il vous plaît. Il y a une urgence climatique. Bien sûr. Les citoyens en ont pris conscience et les citoyens aujourd'hui se déplacent moins en avion. Ça, c'est une réalité. Et ça va s'amplifier dans les années à venir. Donc effectivement, il faut arrêter les subventions publiques à l'aéroport. Il y a beaucoup... Il y a les aéroports qui sont régionaux, qui sont tous en concurrence les uns envers les autres. On a bien compris votre message. Il faut arrêter. Et Paris est juste à côté. Oui. Donc on a bien compris votre message. Et après, il y a les aéroports de Paris qui peuvent... Johan, s'il vous plaît. Et non, dubitatif, Christophe Boucher. Non, je ne suis pas dubitatif. Ça a été dit. Pour garder ça d'un... Non, ça a été dit. Xavier Dattou l'a dit très bien. Il faut maintenir l'aéroport pour toutes les raisons qui ont été dites, pour le tourisme, pour l'économie. Il faut aussi développer la zone autour de l'aéroport, puisque l'armée, notamment l'école de chasse, va s'en aller et va nous restituer environ une centaine d'hectares. Il faut en faire une zone économique de premier plan, parce qu'on en a besoin à Tours aujourd'hui. Et puis, je suis président du CHU et croyez-moi, je sais que la survie du CHU, c'est-à-dire la survie en première catégorie du CHU, l'un des meilleurs CHU de France, c'est évidemment le maintien de l'aéroport. La vraie question qui se pose, Benoît Pierre l'a esquissé, c'est la position de certains qui varient. On sait que pour développer l'équipement aéroportuaire à la suite du départ de l'armée, il faudra 20 millions d'euros. Avec le syndicat mixte entre la métropole, la région et le département. Est-ce que la région, la majorité verte, mettra 20 millions d'euros ? C'est la vraie question qui se pose. L'effet Ryanair dont on a parlé, il est marginal entre nous. Ah bon on parle de 7 millions par an. Oui, mais on parle de 7 euros par siège. C'est pas la dimension. Il faut aujourd'hui que le plan d'investissement sur l'aéroport, on ne parle pas de 3 millions d'euros. Il faut qu'il soit massif. Donc, est-ce qu'on s'y engage, Monsieur Boucher, donc, ça reste un petit aéroport je ne souhaite pas. Qui est en concurrence avec les autres. Un peu d'ambition dans la ville, monsieur Bourdin. Messieurs, on vient de passer un un peu plus de 60 minutes ensemble. Déjà, ça passe très très vite. On va maintenant,
si vous le voulez bien, aller à Tours chez des habitants qui ont suivi le débat. S'il vous plaît. Ça disparaît, bien oui, entendu. non, mais peut-être que ça va venir. Mais oui, vous avez été tellement bavard pendant ce débat, ce qui est très Mais très on en bien. aura peut-être avec... Non, mais je comprends que vous souhaitiez mettre en avant certaines choses comme ça évite de parler d'autres choses. Nous allons aller à Tours, s'il vous plaît, chez des habitants qui ont suivi le débat. Justement, ils nous attendent. Donc, soyons courtois, s'il vous plaît, Monsieur Godefroy, des habitants qui se présentent face caméra. Anne-Laure Brioteillotte, je travaille pour la maison de vente aux enchères Ouillac. J'habite quartier Gramont vers la place de la Liberté. Je suis particulièrement intéressée par les questions d'art, de préservation du patrimoine, de mobilité, et mon point d'attention en politique, c'est sur la transparence et l'éthique dans la vie publique. Je m'appelle Delphine Dubillot, j'ai 35 ans. Je suis pédiatre à l'hôpital de Tours. J'habite à Tours depuis une dizaine d'années et je participe aujourd'hui à l'émission en tant que membre de l'association de la Jeune Chambre économique de Tours, une association qui a plus de 60 ans à Tours. Voilà, pour celles, en tout cas, qui vont vous interpeller, qui sont en ce moment avec Xavier Nézet et Nathanaël Neumer. Un instant, ça va venir, vous allez les avoir en direct. Vous êtes d'une impatience sur ce plateau, c'est incroyable. Donc, on commence par vous, mon cher Xavier. Comment s'est passée cette soirée et comment réagissent ces téléspectateurs presque privilégiés? Pas trop mal. Ah, pardon, Ah bah ici, chez nos hôtes dans le quartier Gramont, on a évidemment suivi avec beaucoup d'attention ce débat. Alors quand il y a des débats politiques, souvent les journalistes doivent préciser aux intervenants politiques qu'il ne faut pas être trop technique, qu'il ne faut pas risquer d'égarer le téléspectateur. Mais ici, ça n'a pas du tout été le cas. On n'a pas du tout été perdu par les informations données par les débatteurs. Au contraire, on aurait bien aimé parfois un peu plus de précision et un peu de fact-checking sur certains chiffres qui ont été avancés par certains candidats et qui n'était peut-être pas tout à fait assez précis. Enfin, en tout cas, on a porté beaucoup d'attention ici sur les questions d'environnement et de mobilité. Et la première question de notre hôte Anne-Laure porte d'ailleurs sur ce sujet. Oui, bonjour Anne-Laure, je suis tourangelle depuis 3 ans. J'ai habité auparavant 10 ans à Strasbourg et j'ai été très intéressée par les propositions de piétonisation de l'hypercentre. Et je voulais avoir les positions de chacun plus précisément. Effectivement, quand je suis arrivée à Tours, pour moi, la rue Colbert avec ses terrasses très agréables et les voitures qui passent au pied de ces tables, je me demande pourquoi on ne met pas des plots qui seraient ouvert pour les riverains et en concertation avec les commerçants et les riverains, pourquoi on ne ferait pas un hypercentre véritablement piéton? Voilà, je voulais votre position à chacun sur ce point. Alors à chacun, on ne va pas non faire un tour de table complet parce qu'on aimerait aborder différents sujets. On a partiellement pendant le débat répondu à votre question. C'est Claude Bourdin tout à l'heure qui a avancé ce problème de la rue Colbert. Madame a raison. Quand même, cette rue Colbert, il faut qu'elle soit piétonne complètement. Et en Italie, par exemple, tous les cœurs historiques ne sont pas accessibles aux voitures. Donc moi, je propose, et nous proposons avec C'est tout autour du peuple 2020, que le cœur historique de Tours ne soit plus accessible aux voitures. Ça sera plus agréable pour les Tourangeaux et pour les touristes. Gilles Godefroy. Ça fait tout le centre-ville, là. C'est le pas cœur vrai, historique. Non, la rue Colbert, c'est un cas, si vous voulez. Mais par exemple, il y a un petit parking qui est à côté de la rue Colbert qui s'appelle le parking Prosper Mérimée. Vous le supprimez, vous avez tout le quartier qui disparaît, au point de vue commerçant. Donc il faut quand même garder un excès, qu'on mette des plots. Là, il y aura les transports en commun gratuits, les gens viendront en centre-ville. Non. Bien sûr. Vous supprimez le parking de Mérimée, vous tuez le quartier. Nous allons maintenant aller voir du côté de chez Nathanaël Neumer, qui lui aussi est à Tours, dans une autre famille ou avec des amis, je ne sais pas exactement. De quoi a-t-on parlé pendant ce débat et quels sont les centres d'intérêt, les points de question ? Alors ici, nous sommes avec des membres de la Jeune Chambre économique de Tours. Ici aussi, il y a une demande vraiment d'intervention plus concrète, plus précise, notamment sur les questions d'environnement, comme par exemple pas uniquement la végétalisation ou l'isolation qui ont été évoquées. Pour eux, a priori, il y avait beaucoup d'autres attentes et d'autres sujets. Sur l'économie, alors là, on a des spécialistes puisque c'est des gens impliqués dans la vie économique locale. Pareil, une déception d'entendre parler uniquement
parlant d'immobilier et de commerce, ils auraient aimé entendre les mots d'entrepreneuriat, start-up, innovation. Et je pense que Delphine, vous aviez, vous, une question plutôt sur cet aspect économique. C'est votre choix. Oui, tout à fait. En ce qui me concerne, je suis sensible aux actions qui allient à la fois du développement économique et du développement durable. Et sur ce sujet, quelles sont les actions que vous envisagez pour éviter que ces deux aspects ne soient pas antinomiques? Benoît Pierre. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'économie bas carbone, c'est le fait d'investir sur du foncier à haute performance énergétique et plus généralement sur les questions qui ont été posées tout à l'heure sur le développement économique. Il y a aujourd'hui des demandes d'entreprises qui souhaitent s'installer à Tours, à peu près 200. Nous n'avons pas assez de foncier aujourd'hui et nous n'avons pas assez considéré de place d'importance à ce sujet-là. Et donc, c'est ce que nous proposons, nous, que des entreprises puissent s'installer et que, bien sûr, les bâtiments qui les accueilleront soient des bâtiments bas carbone. Alors, avant de retourner à Tours, je regarde en même temps les tweets qui sont en train de tomber sur le fil et je vois qu'il y a des questions de la part d'internautes. Ça va vous intéresser, Gilles Godefroy, ne barbadez pas comme ça. Non, mais attendez, je vous ai pas posé la question, ne faites pas la remarque tout de suite, s'il vous plaît. Je répondrai pas. Ça va vous intéresser, ça va vous intéresser. Je vois sur le fil Twitter qu'il y a des questions concernant la sécurité et notamment la vidéosurveillance. Nous avons des internautes qui s'y intéressent. Vous avez un point de vue là-dessus, c'est un de vos chevaux de bataille. Je vous en prie, vous avez la parole, vous nous intéressez. Ah, je peux parler maintenant. Mais je vous en prie. Très bien. Non, bon, si vous voulez, la vidéosurveillance, il a été fait d'énormes progrès là-dessus par rapport à la municipalité précédente, et ça, je le reconnais. Et donc, il faut continuer tous ces efforts-là, mais il faut savoir aussi interpréter les résultats. Et c'est là où le bas blesse, si vous voulez. Parce qu'on sait très bien, avec tous les renseignements qu'on a, quel dealer habite où, etc. Il y a 2 jours, je suis passé sur une autre émission, et on m'a dit, la première chose, les gens qui habitent les quartiers m'ont téléphoné et m'ont dit, t'as pas parlé de la drogue. C'est quelque chose qui empoisonne la vie de tout le monde. Tout le monde sait. Vous n'allez pas me faire croire que la police ne sait pas qui et où se passe. Et on ne fait rien. Et les gens le savent. Les choufs, où ils sont, les ventes de drogue, le prix de la cocaïne. Moi, je rêve d'un journal, si vous voulez, de notre correspondant spécial au Sanitas, avec le taux de vente de la cocaïne, de l'héroïne, différentes choses comme ça. Et pour rebondir, il y a eu des affrontements entre bandes rivales, entre des jeunes du quartier de Saint-Pierre-des-Corps et de Tours. À Saint-Pierre-des-Corps. Il y a eu aussi d'autres affrontements entre bandes rivales Place Liberté, entre des jeunes du Sanitas et des jeunes de Jouer-les-Tours. Comment enrayer ce phénomène? C'est simple. Enfin, c'est simple. C'est pas simple. Parce non, c'est pas simple. On a vu. Non, si c'était si simple, on l'aurait fait déjà. Je pense. Vous voulez répondre ou non? Donc, monsieur, je vous donne des éléments. Monsieur Godefroy l'a dit. Il y a eu il y a à la fois le trafic de drogue qui est évidemment et pour la population un vrai sujet sur différents endroits de la ville, comme dans toutes les villes, et où on est dans une zone grise, où la police nationale intervient peu parce qu'elle manque de moyens, et la justice aussi, et où la police municipale ne peut pas intervenir, c'est pas sa compétence. Donc je le redis. Néanmoins, ce qu'on souhaite faire, nous, c'est doubler, parce que ça a été dit, les caméras, ça fonctionne très bien. C'est préventif, c'est dissuasif et ça permet de faire des réquisitions judiciaires. Et ensuite, nous avons prévu, parce qu'on sait que c'est un vrai sujet qui était à la suite de la première ligne du tramway, nous voulons créer avec la ville de Jouer-les-Tours une brigade du tramway pour que dans le tramway et sur les stations de tramway, on ait une vraie réponse adaptée. Alors Claude Bourdin va s'exprimer et ensuite... Non, attendez, s'il vous plaît. Claude Bourdin, ensuite nous allons voir Xavier Nézet. Il faut remettre de l'humain dans tous les quartiers, c'est-à-dire une vraie police de proximité dans tous les quartiers de la ville, remettre des gardiens d'immeubles, des médiateurs de rue, de la présence humaine, parce que le tout caméra, ça ne résout rien, on le sait très bien, et surtout qu'on ne peut pas en mettre partout des caméras. Donc nous sommes opposés à ces caméras, et plutôt on veut déployer les moyens pour remettre de la présence humaine et trouver de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, monsieur, vous avez inauguré aux Fontaines, vous avez inauguré des postes de police qui sont ouverts 2 après-midi par semaine. C'est insuffisant. Donc il faut des postes de police dans tous les quartiers, une vraie police de proximité, de l'humain partout, dans tous les quartiers. Et là, les choses iront mieux. Non, on est bien d'accord. Parce que le tout caméra et les drones aussi, c'est pareil. J'ai vu votre proposition. Les pompiers l'utilisent. C'est complètement... Monsieur Bourdin, ce sont des propositions qui sont complètement inefficaces. Place aux questions de nos téléspectateurs. Nous allons aller voir Xavier Nézet maintenant, à Tours toujours. Xavier, une question encore chez vous?
Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis étudiant. Je suis l'un des 30 000 étudiants de la ville de Tours. Je voulais poser une question aux candidats au sujet du tramway, mais aussi de la sécurité. Vous connaissez l'amour des étudiants pour le centre-ville de Tours. Et en ce moment, le dernier tramway s'arrête vers minuit 50 à peu près. Et je voulais savoir s'il ne serait pas plutôt intéressant aussi de mettre en place des lignes de nuit avec, par exemple, un tram toutes les heures pour sécuriser les étudiants, pour leur éviter de rentrer à pied. Justement, notamment les jeunes étudiantes. On a eu pas mal de cas d'agression. Peut-être que mettre en place une ligne de nuit, ça pourrait aider justement ces étudiants à se sentir plus en sécurité. Nous avons bien compris. Des étudiants habitent aussi... Et ça fait réagir sur le plateau. C'est Benoît Pierre qui veut déjà réagir. Je réagis parce que c'est exactement la proposition que nous faisons. À partir du jeudi soir, vendredi soir et samedi soir, toutes les heures, sur le tram, avec aussi quelques lignes de bus complémentaires, avec un agent de sécurité pour permettre justement ce transport. Oui, c'est beaucoup moins cher que de mettre 170 caméras de vidéosurveillance à 20 000 euros. Je suis désolé, c'est nettement moins cher. C'est moins d'1 million d'euros comme engagement financier. C'est pas le même budget. Oui, certainement, mais on parle de coût total. Donc ça, c'est une action très forte parce que c'est une demande très forte des étudiants aujourd'hui et des jeunes qui viennent dans le quartier et qui viennent en plus en voiture et qui repartent parfois. Emmanuel Denis. Alors c'est un vrai sujet, le harcèlement de rue vis-à-vis des femmes. Effectivement, on a une proposition assez proche de celle-là, avec à la fois la possibilité de développer une application Internet pour faire du covoiturage, pour rentrer à plusieurs femmes ou se faire accompagner pour que justement les Tourangelles puissent sortir et rentrer en toute sécurité. Et puis il y a cette idée aussi d'élargir l'utilisation ou les créneaux horaires sur les bus ou sur le tramway. Et puis, ça me paraît aussi quelque chose d'important qu'il faudra en plus doubler de cette brigade dans les tramways. Il y a un vrai sujet de harcèlement dans les transports en commun sur lequel il faudra travailler. Gilles Godefroy, oui, je vous en prie. Sur le tram, nous insistons absolument pour qu'il y ait une présence policière dans le tram parce que je connais énormément de femmes qui, à partir de 18h, 19h, n'osent plus rentrer chez elles. Point final. Il faut améliorer le service, effectivement, et il faut aussi du transport à la demande, notamment pour accompagner les femmes à leur domicile, pour pouvoir les sécuriser complètement dans leur transport sur l'ensemble de la ville. Xavier Datteux, à ce propos, je suis atterré, sur la sécurité au quotidien des Tourangeaux. Je suis atterré parce qu'il n'y a que des propositions extrêmement chères pour la plupart, et qui sont quasiment inopérantes. Alors comment faire pour moins cher ? Non, mais il faut arrêter parfois de tomber dans les enchères de il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a des sujets malheureusement, ça c'est votre dada. Il y a eu des couvre-feux à Tours, ça a été très efficace à une époque, Monsieur Denis. Il y a des sujets comme ça qui sont des sujets qui, par moment, nous échappent. Et il faut accepter que ça nous échappe. C'est la défaillance de l'État, la sécurité sur la voie publique. C'est la défaillance de la police nationale, des effectifs de police nationale. Alors est-ce que ça passe par exemple par un renforcement de la police municipale dans un premier temps, nationale ensuite ? Bien sûr. Non, mais nationale, on n'a pas la main. Ça faut aller voir le député. Il faut que M. Benoît Pierre demande à son député. Nous avons des propositions concrètes. En ce qui concerne la police municipale, s'il vous plaît, combien augmenter les caméras. Mais plus de tram la nuit à Tours, c'est une responsabilité municipale, c'est pas une responsabilité de l'État, là. Tram ou bus. Métropolitaine. Oui, enfin. Métropolitaine. Mais en fait, si on le demande, locale, on peut le faire. C'est une politique locale. Ce n'est pas une mauvaise idée. Après, encore une fois, quand j'entends... Ce sont les généralités. Quand j'entends depuis le début du débat qu'il faut gratuit ceci, gratuit cela, gratuit ceci, mais avec quoi vous allez tout payer ? Mais avec quoi on va tout payer ? On fait la gratuité. Donc vous ne faites rien. On fait la gratuité. Monsieur Datteux, vous ne faites rien. Non, c'est très bien, on a compris. C'est très amusant les drones. C'est très amusant les drones. Les pompiers l'utilisent au niveau national. Les pompiers, c'est pas la police. À Bordeaux. C'est super. Mais vous avez raison. Agnières. Mais oui, mais c'est super. C'est donc fabuleux. Non, soyons raisonnables. Il faut augmenter le nombre de policiers municipaux sur le terrain. Combien ? Il faut augmenter le nombre de caméras. Après, il faut les recruter. Combien ? Il y a des grosses difficultés de recrutement des policiers municipaux, on le sait. Le recrutement est délicat sur la ville de Tours pour une raison simplement, surtout de rémunération sur ceux qui rentrent, où à chaque fois, on se les fait piquer par les autres villes
de la banlieue, puisque elles ont une tarification supérieure à nous. Donc c'est un peu embêtant. Il faut augmenter la police, il faut augmenter les caméras, il faut augmenter... Ça coûte rien, ça ? Il faut augmenter les... Mais ça coûte 600 000 euros par an si vous mettez 600 000 euros par an de plus si vous mettez des policiers municipaux. On a bien, en tout cas, compris votre position sur les questions de police municipale, sur les questions d'effectifs, sur les questions de vidéosurveillance. En tout cas, effectivement, la sécurité du Tourangeau au quotidien, c'est une réalité, c'est une préoccupation de toutes et tous. On va retourner voir Xavier Nézet. Y a-t-il une autre question, une autre interpellation de votre côté ? C'est peut-être pas Xavier qu'on va voir, mais l'une de ses invités. Oui, alors j'aimerais parler des enfants à la cantine. 80% des enfants scolarisés à Tours mangent à la cantine et j'aimerais connaître vos engagements à court terme et moyen terme sur votre mandature si vous êtes élu, sur les circuits courts, les circuits locaux et le bio à l'école. Ah, alors là, je crois que vous avez tapé dans le mille. J'ai à peine ouvert la bouche que toutes les mains se lèvent autour de ce plateau. On va commencer par le maire en place. Répondez, s'il vous plaît. Que pensez-vous de cette question ? C'est même un peu plus de 80%, oui. Mais on vient de signer avec l'hôpital, dont je suis président aussi, pour une nouvelle cuisine centrale qui sortira de terre en 2023, qui sera ultra moderne et qui fera évidemment tout ce travail autour du bio et des circuits courts, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est une vraie solution. Nous, on a chiffré ça, on a dit qu'on pouvait passer avec l'Indre-et-Loire et la région Centre-Val-de-Loire à 100% sur le maraîchage, sur les légumes, c'est une possibilité, et sur le reste à 50%. Et je crois que quand on aura fait tous ces pas-là déjà, quand on aura bien avancé sur ces sujets-là, on aura fait une grande partie du chemin. Mais la cuisine centrale est en train de l'étudier, puisque notre cuisine centrale était obsolète. Qui produit combien de repas par an ? Alors, 1,5 million. 1,5 million pour la ville, 1,5 million pour le CHU. Donc ça fait 3 millions au total. Elle a été dimensionnée pour... Et on a la possibilité localement de produire tout ça ? Alors, sur certains sujets, oui. Sur d'autres, non. Car il ne faut pas se leurrer. Sur la viande, c'est pas possible. Sur le maraîchage, sur les légumes, c'est possible. Sur ce qui est fruits, c'est moins possible. Et sur ce qui est viande, c'est pas possible. Donc il faut atteindre... on a fait une proposition originale, nous, c'est d'avoir notre propre ferme avicole. Puisqu'on sait que demain, il y aura plus de consommation de viande, notamment de poulet, moins de bœuf, moins de porc, pour toutes les raisons que vous connaissez, mais plus de poulet et d'avoir beaucoup voulaient s'exprimer sur ce sujet. Notre propre filière avec la création d'une ferme en régie avicole qui produira sa propre viande. Très brièvement, s'il vous plaît, il nous reste 10... On fait un petit point, il reste 10 minutes et on ira chercher une autre question tout à l'heure. Nous proposons, une éducation au goût qui passe par justement ce temps de cantine et nous proposons une régie qui va permettre de mettre dans une même pièce pour décider des menus à 100% le plus possible allant vers le bio, donc les parents d'élèves, les communautés éducatives et également les cuisiniers qui vont effectivement. Donc nous investissons dans une cuisine qui sera non la régie. Allez, très brièvement s'il vous plaît pour que tout le monde s'exprime. Gratuité par étape. Datteux, s'il vous plaît. Monsieur Datteux. Finalement, à force de le demander, monsieur le maire a compris et il fait ce que je demande. Donc je suis totalement d'accord avec lui. On rajoute en plus une alternative végétarienne tous les jours puisqu'on doit réduire énormément la quantité de viande que l'on consomme. Merci d'être bref. Donc 100% bio et 50% pour les produits laitiers et la viande. Il faut une vraie régie publique agricole sur l'ensemble de la métropole pour produire effectivement davantage de produits locaux bio pour fournir ces cantines et si possible plutôt des cantines de proximité, monsieur Boucher, plutôt que des grandes cantines usines, il faut des Allez, cantines une dernière question. Alors, vous êtes le dernier à s'exprimer, ensuite nous allons aller à Tours pour une autre question. Ce projet est frappé comme tous les autres projets de gigantisme. Quand on voit une énorme cuisine comme ceci avec 4 millions de repas qui va être prévu, vous voyez ce que ça peut donner, surtout par les temps qui courent. Et alors surtout pour les centrales d'achat, avoir une énorme centrale d'achat pour se fournir tout auprès de la région, c'est complètement utopique. Il faut plusieurs petites centrales. On me fait signe que la liaison que nous avions perdue avec Nathanaël a été rétablie, et pourtant le temps est clair, mais nous avons de très bons techniciens. Mon cher Nathanaël, vous avez une de vos invitées qui souhaite poser une question. Pardon, c'est Agathe. Agathe qui est à l'antenne. Nous vous écoutons, Agathe. Ok, donc Agathe Thieffry, j'ai 28 ans, je suis ingénieure en agroalimentaire et je suis arrivée à Tours pour mon premier emploi.
Et donc ma question tourne autour de l'économie. Et donc Tours, c'est vraiment une plateforme numérique. Il y a un grand nombre de start-up, de pépinières, de zones de coworking. Et donc comment comptez-vous soutenir les jeunes dans l'entrepreneuriat et dans leur premier emploi ? Voilà un beau sujet, il nous reste 8 minutes 45. S'il vous plaît, messieurs, soyez brefs dans vos interventions. Nous avons envie de tous vous entendre, mais soyez brefs, je vous en prie. Allez. Eh bien, nous proposons de créer une maison des entreprises qui sera installée tout près de la gare et qui sera justement là pour accueillir et accompagner, de faire aussi un guichet unique qui est aussi qu'on trouve dans d'autres villes aujourd'hui qui fonctionnent très bien. Et je l'ai dit tout à l'heure, de les accompagner vers aussi donc ces créations d'entreprises. Moi-même, dans un cadre professionnel, créé un incubateur d'entreprises universitaire. Et donc, nous incitons cela. Le lien aussi avec la formation et l'université n'est pas négligeable justement pour la création d'entreprises. Nous proposons, nous, de créer des pépinières d'entreprises, des pépinières de sociétés coopératives sur l'ensemble du territoire de la métropole. Et puis, notamment, des coopératives de services, parce qu'on sait que la population étant vieillissante, il va falloir créer du service. Et donc, il va falloir ces zones d'activité coopératives plutôt que ces grandes entreprises qui prennent de l'argent public et finalement délocalisent leurs emplois. Donc, il faut des emplois locaux et qui restent locaux surtout. Si on donne de l'argent public. Xavier Datteux, comment vous faites pour encourager les entreprises, les jeunes créateurs d'entreprises ? Je crois déjà qu'il faut qu'il y ait une synergie entre les différents acteurs, que ce soit MAM, que ce soit l'université, que ce soit les CFA, l'AFPA aussi, qui peut être intéressé par ce genre de solution. Il y a un instrument qui existe, qui est MAM, qui, à mon avis, n'a pas atteint, en fonction des investissements qui ont été mis dedans, la vitesse de croisière nécessaire pour être un vrai pôle. Je regardais ce qui se passait notamment à Orléans, qui est d'une redoutable efficacité par rapport à celui de Tours. J'aurais tendance à vous dire qu'à partir du moment où vous avez déjà un instrument qui a un fort potentiel de développement, mais qui ne l'est pas encore dans ce fort potentiel de développement, qu'il faut le soutenir, peut-être orienter les financements dessus sur des secteurs économiques plus porteurs que ceux qui sont à l'heure actuelle dessus, qui parfois sont un peu... Qui d'autre veut s'exprimer très brièvement, s'il vous plaît ? Juste parce que MAM c'est plein. Hein. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est bien d'ailleurs, c'est un succès. La jeune ingénieure l'a dit, il n'y a pas besoin d'une grande démonstration. Nos résultats sur ce sujet-là, sur le dernier mandat, sont éclatants. On voit d'ailleurs que le chômage baisse plus à Tours que partout ailleurs. Plus que partout ailleurs, plus que dans la région Centre-Val de Loire, plus qu'en France. Et donc, c'est effectivement par la dynamisation du tissu économique, par une maison des entreprises, effectivement, qui est un sujet qu'il faut mettre en place. Et puis, sur l'écologie, on en a parlé tout à l'heure en introduction, avoir quelque part le MAM de l'écologie, où il y ait un ensemble d'entreprises qui peuvent, sur un lieu totem, comme MAM, avoir la formation, la recherche, les start-up, pour allier, et c'était une des questions de cette soirée, économie et écologie. Il y a quelques instants, nous parlions d'agriculture. C'est un sujet extrêmement intéressant. Là, si ça vous intéresse, on va avoir une petite question sur la gastronomie. On a une cité de la gastronomie, nous, chez nous. On va aller voir Xavier, et qui est aux côtés de Anne-Laure. Anne-Laure, elle veut donc parler de gastronomie. Oui, j'ai envie de parler de gastronomie, de cité de la gastronomie. En 2013, Tours, avec Paris, avec Lyon, avec Dijon, a été reconnue cité internationale de la gastronomie. On en a parlé tout au début de ce débat. Mais j'aimerais revenir sur le projet et savoir ce qu'il en est. À Lyon, c'est déjà lancé à l'Hôtel-Dieu. À Dijon, les travaux ont commencé dans l'ancien hôpital et l'école Ferrandi sera en place d'ici 2021. Et à Tours, vous avez parlé des halles, mais qu'en est-il pour la Villa Rabelais qui devait être aussi au cœur de cette cité de la gastronomie ? Donc la cité de la gastronomie, où en est-on véritablement ? Alors Anne-Laure, on va vous répondre. Ça a fait réagir évidemment sur le plateau. On va commencer par Xavier Datteux. Lorsque vous avez, ma chère Anne-Laure, parlé du fait qu'il y a une cité de la gastronomie à Tours, vous avez dit « il paraît ». Vous êtes très sarcastique là-dessus. Non, parce qu'aujourd'hui c'est un raté. On a été en avance quand on a été choisi pour être cité de la gastronomie avec effectivement Rungis, c'est pas Paris, Lyon et Dijon. Aujourd'hui, c'est à l'arrêt le plus total. Il y avait une structure dedans qui a été dissoute, si je ne me trompe pas. Ça a été repris par Tours Événements. Rien ne se passe. Il y a des travaux, il n'y a pas de projet, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on va en faire ? Non, mais je ne savais pas que M. Datteux était spécialiste de la gastronomie. Donc, mais il
Il y a une villa, la villa Rabelais, aujourd'hui, qui est pilotée par l'IUHCA, dans lequel il y a un projet qui a été voté, chiffré, financé par la région et par la métropole. Mais qu'est-ce que fait concrètement la... Concrètement, alors aujourd'hui, l'IUHCA est dans les locaux de la villa Rabelais avec tout son dispositif universitaire. Et demain, le projet a été présenté. Ça sera une résidence de chef. Alors, non, c'est pas balbutiant. Vous savez, on a fait un choix parce que pour faire plaisir à M. Bourdin, on parle de Lyon et on parle de Dijon. On n'a pas fait le choix de Lyon et de Dijon, qui était de bâtir en fait. Que ça soit que la Cité de la gastronomie soit un simple prétexte à faire de l'immobilier. Très rapidement, ce qui est le cas à Dijon et à Lyon. Et donc, la Villa Rabelais, elle fonctionne, et que le deuxième pilier de la Cité de la gastronomie, c'est, comme on l'a dit dans l'introduction de cette émission, sur les Halles, et que ça doit fonctionner sur deux pieds, et très bien. 15 secondes chacun, votre avis là-dessus. Très vite, il y a encore les acteurs qui sont présents, il y a une envie réelle. Je pense qu'il faut vite, effectivement, et ne pas tarder pour ce projet. Il y avait Ferrandi au départ dans le projet. Ferrandi est parti. Effectivement. Donc, je pense qu'il y a la Villa Rabelais et, je n'oublie pas, le projet des Halles également qui doit l'intégrer avec cette synergie très forte entre les deux. Claude Bourdin. Il faut travailler en collaboration avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui, eux, ils ont des idées très précises pour faire évoluer cette cité de la gastronomie aux Halles, avec tous les artisans et les commerçants des Halles, et puis les habitants, et associer les habitants à nos décisions, parce que ce soir, on n'en a pas beaucoup parlé. Nous, on propose que les citoyens soient dans toutes les instances de décision politique des commissions municipales et métropolitaines, et les associer à ces projets pour demain. Emmanuel Denis. Moi, je rajouterais, il y a la Villa Rabelais, bien sûr, il y a les Halles qui doit être la vitrine, et puis il faut l'inclure avec notre politique alimentaire territoriale, c'est-à-dire la relocalisation de la production agricole. Et tout ça, ça doit faire un magnifique bouquet autour de la gastronomie. Donc là, on a un vrai projet global à relancer avec la villa, avec la vitrine, et puis une politique alimentaire Gilles forte. Godefroy. Il faut d'abord, pour faire de la bonne cuisine, il faut des bons produits. Les bons produits, on les a à côté de chez nous, c'est là qu'il faut les chercher. Ça, c'est vrai que nous avons la chance en Touraine, les Tourangeaux ont la chance de les avoir à leur porte. Les gens aux Halles, il faut laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent eux-mêmes. C'est eux qui vont décider. C'est pas parce qu'un jour à Lyon, il y a un maire qui a décidé que Lyon serait une grande ville gastronomique que ça s'est passé. Il y a une culture qu'on doit laisser évoluer, qu'on doit pousser. Et ce sur quoi il faut surtout se baser, c'est la culture de la ville. Nous avons une ville qui a une très grande culture, et seul ça pourra donner une vraie cité gastronomique. En tout cas, messieurs, nous arrivons au terme du temps de parole réservé aux citoyens. C'était extrêmement agréable d'avoir ces quelques réflexions. Merci Xavier, merci Nathanaël, et merci aux intervenants qui étaient avec nous depuis Tours. On vous remercie de votre participation à ce débat. Les échanges ont été très fructueux. C'est vrai qu'on aurait pu rester encore extrêmement longtemps autour de cette table. Et puis faire un deuxième débat avec les autres candidats. Très bien. Et puis il y avait encore plein de sujets à développer, on pourrait y passer des heures. Merci d'avoir en tout cas accepté notre invitation. On va vous proposer la liste complète des candidats, comme le CSA l'exige, nous le faisons. Les candidats qui s'affronteront donc au premier tour de ces élections municipales à Tours. 11 listes, 11 candidats, je vous laisse en prendre connaissance. À noter d'ailleurs qu'une seule tête de liste est une femme. Ça donne matière à réfléchir et je vous laisse donc découvrir les noms. Les rédactions de France 3 et Centre Val-de-Loire et de France Bleu Touraine se sont donc associées pour préparer cette soirée avec bonheur. C'était pas mal, c'était très agréable. Absolument. Mercredi prochain, ce sera un focus sur la ville d'Orléans. Je serai accompagné d'un de vos confrères, Antoine Denécher. Vous connaissez bien, de France Bleu Orléans. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. À mercredi prochain. Bonne soirée. Cadmerade, ce père dont il faut se défaire. C'est mieux qu'une vie de petit escroc, non ? Comme des rois.